Donc, je vois tes lèvres trembler. La technique nous trahit en permanence, mais nous sommes plus forts que la technique. Donc oui, en fait, c'est quand même une question sérieuse. On va faire appel à une expérience personnelle, à un moment de ta vie, en quoi la culture créole a pu t'aider à surmonter un mauvais passage, voire même un coup de cogne. D'accord. Déjà, qu'est-ce que la culture créole? Ouais. C'est dense, hein, c'est une question dense. Donc du coup, moi je dirais que enfin, mes parents sont arrivés à 50 ans à La Réunion. Moi je suis né ici. Et j'ai donc été à cheval entre les deux cultures, la culture française et la culture créole. Euh, et encore quand on dit créole, qu'est-ce que, qu'est-ce que la créolisation du monde? Ouais. Donc c'est très complexe. Ici, créole, c'est énormément de choses en fait. Ça veut dire, ça veut regrouper pardon, un tas de trucs. Donc on va dire que pour moi, ma rencontre avec la culture créole, elle s'est faite avec j'habitais au Tampon, donc pas très loin d'une grande ravine avec plein de dallons autour. Donc moi, chez moi, je parlais français, mais avec mes amis à l'école, école publique, je parlais créole. J'étais tout le temps dans la ravine avec eux. On allait cueillir des tigeacs, casser des tigeacs. On amenait à leurs parents, ils préparaient. Donc il y avait tout ce côté nature là, comme ça. Manger des mûres platanes, là, tout ça, c'était pour moi, ça faisait partie de la culture, du goût, de l'empreinte de la culture créole, que je n'avais pas forcément chez moi. Donc j'allais avec eux, et il y avait dans les petits boucans, saucisses pendillées, tout ça. Enfin, je voyais ça. Et après, ça s'est fait beaucoup par la musique. Pour moi, la culture créole, elle a résisté, elle a perduré à travers la colonne vertébrale de la musique, du maloya, du sega, beaucoup du maloya. Et donc, moi, c'est pas vraiment un coup de con, mais c'est une recherche identitaire. Qui on est, on vient d'où, et en fait, qu'est-ce qu'on construit par nos rencontres, par notre vie. Et moi, ça s'est fait comme ça. Donc le coup de con, ça serait par exemple, on parlait tout à l'heure avant l'interview de l'écriture créole, l'écriture française. Moi, je faisais beaucoup de fautes à l'école. J'étais pas pris au sérieux, même si j'aimais la littérature. Je disais pas beaucoup d'ailleurs, hein, mais j'aimais les mots. J'avais beaucoup de discussions comme ça, littéraires, philosophiques avec mes parents. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et à un moment, l'écriture créole m'a permis de délier ma langue. J'ai cru, parce que je faisais trop de fautes en français, que je ne pouvais pas m'exprimer. Pourtant, j'avais l'impression que c'était mon bagage, plus encore que la créole, le créole que le créole. Là, on est dans les années collège, on est dans les On années est dans le 5e, fin collège. Fin collège. Fin collège, ouais. Et en fait, donc j'ai commencé à écrire en créole, et puis je me suis rendu compte que je pouvais faire des fautes en créole, et qu'il fallait que j'apprenne les graphies, en tout cas que j'en choisisse une et que je l'approfondisse. Et après, je suis revenu au français. Je suis revenu au français de par mes études. Et j'ai donc travaillé avec un sens derrière, ce qui m'a permis de faire de moins en moins de fautes. Et donc de me libérer et de me réapproprier ma culture. Et donc le créole, donc c'est ça m'a permis d'assumer le mélange que j'étais. D'assumer le mélange que j'étais, la créolisation du monde. Bon, moi et avec Graine Sémé, on est le monde qu'on aimerait de demain, on va dire. Le monde futur, c'est un monde où la créolisation serait assumée, en fait. Tu vas presque trop vite par rapport à l'entretien. Ouais. Parce que le passage difficile, ça se traduisait par un échec scolaire, ça se traduisait par une exclusion d'une certaine manière. J'ai toujours été moyen, moi. J'ai jamais été en échec scolaire. Pas jamais, mais bon, pas souvent. Mais par contre, j'ai jamais été bon. Parce que je faisais des calculs, quand j'avais la moyenne, j'arrêtais, en fait. C'était ça. C'était pas important pour moi d'avoir les meilleurs. Puis j'aurais peut-être pas réussi parce que je comprenais pas grand-chose facilement, quoi. À part le côté français, tout, études de texte, tout ça,
même l'histoire, j'aimais bien, même l'éco, la socio, j'aimais bien. Mais tout ce qui était maths et tout, j'étais poule devant un ordi, quoi. J'étais pas bien, je comprenais pas, j'étais très lent à comprendre, je copiais sur les autres et tout. Donc c'est pas une exclusion ni ce côté-là, mais c'est vrai que j'ai vu, moi, mes copains qui parlaient créole et qui se mettaient au fond de la classe depuis l'école primaire. Oui. Alors que c'était eux qui étaient mes potes. Donc j'ai vu ce côté-là où ils n'avaient pas le bon bagage, en fait. Ils n'avaient pas la bonne face. Donc, Et le point, c'était juste le code de l'orthographe. C'était juste ça qui manquait. c'est pas vraiment ça, c'était aussi... tu parles d'eux ou tu parles de moi? Je parle de toi. C'était pas vraiment ça, c'était qu'on est... Comment dire? Quand on grandit ici, surtout dans ces années-là, je suis dans 83, c'est pas... on n'est pas simplement français, quoi. On est créole. C'est ça, en fait, le vrai mot. On est créole, dans le sens où il y a une espèce de déformation de la langue. Il y a réunionnais et il y a créole. D'accord. Créole, pour moi, c'est mélangé. C'est mélange, créolisation. Donc moi, oui, j'étais mélangé. Ce mélange-là, des fois, il te perd un peu. Tu sais plus trop bien où t'asseoir, en fait. Tu vois, quand j'ai commencé à faire du maloya, dans les ronds, dans les cabars, dans les ronds, j'étais vu comme un oreille dans les files d'attente pour aller sur le rouleur. Oui, je te disais, tu vois, tout à l'heure, on en a parlé aussi. Et après, quand je jouais, il me disait, m'a jamais vu un oreille jouer comme moi. Je dis, ouais, je rentrais pas dans le délire, mais forcément, si tu es né quelque part, tu vois, tu as grandi quelque part, tu es né ici, mais en même temps, tes parents, ils viennent pas de là, tes origines, c'est pas ça. Donc il y a toujours, ouais, c'est pas un échec scolaire ou quoi que ce soit, c'est juste que tu n'es pas simplement, tu peux pas être réduit en fait, tu peux pas, t'es mélangé, quoi. Et ce qui a fait que tu as facilement été reconnu comme un maloyeur, c'est aussi cette enfance dont tu parlais. C'est qu'à 100%, tu vivais la culture créole. Tu allais dans la ravine et puis... Ouais, à 100%, je dirais pas à 100%, parce que par exemple, à 100%, ce serait quelqu'un qui parlerait la langue créole chez lui, qui aurait tout un tas de rites, on va dire, de traditions effectuées. Mes parents n'ont jamais baigné dans la musique créole, ils n'ont jamais fait de cabar, ils n'ont jamais fait de service. Par contre, ils étaient invités. Ils étaient invités dans le temps, tu vois. Oui. Mon père, il connaissait des calums, il connaissait... En fait, il faisait du trousseautier. Il était trousseautier, donc quand il n'y avait pas encore de magasin, c'est lui qui amenait... il amenait des paires de draps, il amenait des vaisselles, il amenait aux gens. Donc, moi, j'allais avec lui, parce qu'il n'y avait pas encore de magasin, et c'est comme ça que j'ai rencontré Fiamma Viri. Et ses enfants l'appelaient Tonton, mon papa, tu vois, parce que au fil des années, c'est devenu un ami de la famille, et dans beaucoup d'endroits comme ça, tu vois. Et moi, j'allais avec lui, j'entendais le créole, j'entendais le gramoun, tu vois. Fiamma m'a assis sur un rouleur, je me rappelle, c'est lui qui m'a fait le premier caillon, tout ça. Mais j'en connaissais pas, je comprenais pas la valeur, en fait. J'ai appris, c'est après, avec le temps, je me suis dit, ah oui... Ça allait de soi, c'était naturel, quoi. Oui, c'était naturel, et puis... Ouais, je comprenais pas qui c'était, ce bonhomme-là. Des fois, tu sais, les gramounes qu'il allait voir, mon père, il est italien, il a appris à parler français tout seul. Ouais. Et c'est vrai que même des fois, le margouillage des gramounes était très dur pour lui, alors qu'il était plus facile pour moi. Moi, j'étais obligé de lui dire, papa, Bougle est en train de dire Bougle. Tu vois. Oui, c'est ça. Mais lui, bon, tout. Mais par contre, son oreille était affûtée quand même avec le temps. Mais oui, voilà. Il n'a pas la même culture. Ah ouais, d'accord, tu étais le traducteur de ton père. Un peu, quand il m'a emmené avec lui en tout cas, un peu. Mais bon, il comprenait très très bien, mais c'est vrai que pour parler des fois, puis quand c'était très margonnier, il avait plus de mal, ouais. D'accord. Et à quel moment, est-ce qu'il y a un moment ou une année où tu t'es senti au-delà de la petite réticence qu'il y avait par ton apparence d'oreille, admis comme n'importe quelle marmaille du coin, quoi. Ouais, je me suis jamais senti vraiment mis en côté oreilles. Sauf quand il y avait vraiment des moments où il y avait des services, il y avait des moments où il y avait une file d'attente pour le rouleur. Bah forcément, il y a la question qui se pose,
quoi ça fait gala? Est-ce que ça respecte les affaires? Est-ce que il va pas foutre tout le cabaret par terre parce qu'il va jouer binaire? Il y avait forcément, mais sinon jamais je l'ai senti parce que moi, comme je te dis, j'ai toujours été à l'école publique, j'ai toujours fréquenté un métissage vraiment dans mes amis, donc j'ai jamais ressenti ça vraiment. Et après, par contre, quand j'ai fait mes études en métropole, à Montpellier, je fais 5-6 ans, là, on a fait sur la place du Pérou, je ne sais pas si tu connais, c'est une grande place. Et du coup, on avait on avait fait des cabars chaque semaine, à peu près, des fois, deux fois par semaine. On faisait des cabars, donc il y avait le rouleur de Maya à l'époque. Et voilà, on jouait, on reprenait des morceaux de Daniel, de Iska Khan, de tout ce que tu veux. Ça s'appelait déjà Graines Sémées? Alors, on avait un groupe qui s'appelait Graines Sémées, qu'on avait monté, mais à côté de ça, on faisait des cabars. Et dans ces cabars-là, on renouait avec nos différences. On renouait avec la culture créole, parce que même elle qui baignait dans cette culture-là, bah, ça lui faisait du bien, ces moments-là, parce que on allait reprendre les chansons, dans les mots, dans la langue, il y a une façon de penser, il y a la philosophie. Et donc, voilà, il y avait tellement de monde des fois que la police, elle venait, et elle repartait en fait. Elle repartait parce qu'il y avait 300 personnes qui faisaient un cabaret. Et donc, voilà, donc on a fait nos armes là-bas, et je pense que on s'est senti créole au moment où on avait perdu la Réunion. Perdu, entre guillemets, hein, quand on était ailleurs que la Réunion, parce qu'on avait perdu ce trop-là, ce trop devant les yeux. Donc du coup, on comprenait qui on était vraiment. Il y a eu un manque à ce moment-là de la Réunion, ça ressort. Oui. Oui, bien sûr. Le chanson papillon, c'est ça. C'est le manque des Dallons, le manque des... Oui, bien sûr, c'était un grand manque. La diaspora créole, qu'est-ce qu'elle fait, se réunit. Dès qu'il y a un petit snack bar qui ouvre un curry ou un sandwich bouchon quelque part, ben, tout de suite, tous les créoles les réunionnais se passent le mot et tout. Et ils ont besoin d'aller, même si ce ne serait-ce qu'un petit manger, un petit... Ouais, il y a un grand manque qui se crée. Mais en même temps, sans ce manque-là, est-ce qu'on saurait vraiment qui on est, qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi nos différences? Il fallait passer par ce manque-là. Ça a été quelque chose d'important. Moi, c'était quelque chose d'important pour moi, ouais. Et puis quand je suis... Même tu te rends pas compte ici, mais tu arrives là-bas, tu commences à parler dans l'amphithéâtre avec des gens, ils disent, mais t'as un accent, toi? Ah bon? Et tu vois, c'est des choses comme ça, et tu te dis, ah ouais, c'est vrai que j'ai un accent, ouais. C'est vrai que je viens pas de nulle part, quoi. Je viens de là-bas, tu vois. C'est quoi ma différence, en fait, tu vois? Et tu parlais aussi de ce problème avec l'orthographe du français. Ouais. À quel moment tu l'as surmonté? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a permis de le surmonter? Je sais pas si on le surmonte vraiment, tu vois. Moi, j'ai pas forcément surmonté ça. J'ai toujours cette appréhension. Si on me dit, bon, va au tableau, il y a 300 personnes, on va au tableau, je vais te dicter un truc et tu dois écrire. Bah, j'ai toujours cette appréhension-là, cette difficulté. Je parlerai de carence pédagogique. Je parlerai de carence pédagogique, de pression, d'incompréhension venue de l'école. L'école, c'est formidable pour dégoûter les enfants, je pense. Ouais. Pour les motiver aussi, hein, sûrement. Mais pour les dégoûter, ils sont très forts. En tout cas, plein de petites choses comme ça dans l'orthographe où vraiment on te dégoûte presque à en venir vraiment à te dire non, mais fais plus jamais de langue, ne lis plus jamais. Pour balancer voilà. cette carence pédagogique, tu as pu bénéficier d'une certaine bienveillance à un moment donné ou Oui, mais surtout de ma mère. Mhm. Ma mère qui est vraiment quelqu'un qui aimait beaucoup la littérature, les mots. Tu vois, par exemple, quand je faisais tu sais, un bac de français, il y avait des textes à étudier, l'Assommoir, Germinal, Joseph Kessel, Le Lion, des trucs comme ça. Et ben moi, j'en parlais avec ma mère. Donc, c'était presque un jeu, quoi. Et ben viens, qu'est-ce que tu as compris dans ce passage-là? Ben, j'ai compris ça, j'ai compris ci. Ah bon, et par rapport à quel mot? Donc on parlait philosophiquement, en fait. Ouais, c'est des anecdotes. Je me rappelle dans l'Assommoir, c'était des convives à table qui mangeaient. Et puis ils avaient un plat et puis ils choisissaient, c'était autour de la table, ils choisissaient dans le plat des morceaux. Et
on a mis en évidence qu'ils choisissaient des morceaux en fonction de leur état, de ce qu'ils étaient. Il y avait la vieille qui était un petit peu à toujours dire des trucs sur les autres et tout, elle choisissait le coup, elle décharnait le coup. Celle qui acceptait un peu les indécences, était un peu, voilà, la olé olé, elle prenait les cuisses. Et en fait, il y avait ce truc-là, donc on en parlait avec, on voyait à travers les mots en fait. Et donc ces trucs-là, ça m'a toujours plu. Ouais, D'accord. Mais c'est en opposition avec, en français, quand je m'exprimais et qu'on me disait, bah non, mais il y a trop de fautes, donc on te note même pas. Tu vois, il y a ce côté-là, quoi. Et tu vois, j'ai essayé de lister tous les atouts dont tu as pu bénéficier et dont tu viens de me parler. Et j'ai commencé par le dallonnage, les copains dans la ravine, qui t'ont permis de faire vraiment partie de cette bande de potes, quoi. Ouais. Il y a un aspect familial, un peu adoptif de la part de Firmin, qui t'aide à passer sur le rouleur. C'était anecdotique, ça. Oui, oui, d'accord. Enfin, oui, tu te déclares pas de Firmin. Non, mais... non, parce qu'en fait, ça serait mentir. Je suis allé quoi, de toute ma vie, je suis allé peut-être 3 fois chez lui. Mais dont une fois où il m'a installé sur le rouleur. Parce que j'ai toujours eu ce côté percussif, j'avais le sens du rythme, on va dire. Ce côté où tu étais le traducteur un petit peu pour ton père, quoi, oui, tu faisais le lien entre les familles. Oui, ça on peut le dire, parce que je suis allé beaucoup de fois avec lui et je parlais pas beaucoup, hein, j'étais là, et lui il venait apporter des choses, voilà. Mais c'est vrai que en tout cas mon oreille c'est affûté. Et puis, dans ce que tu désignais comme des manques, c'était des dallonnages que tu as perdus quand tu t'es retrouvé en métropole. Sans doute la culture, la gastronomie, des choses comme ça, les caries, tu es content de les retrouver. Donc, La culture, la musique. Ouais, la musique. La musique. Et tu as parlé aussi du carry. Mais... Oui, bien sûr, alors, la nourriture, bien sûr. Mais ce qui fait partie intégrante. Mais c'est pas à travers la musique surtout, c'est à travers les mots dans la musique. Les ambiances, la vie créole. Quelque chose qui pourrait apparaître comme un point négatif, c'est le manque, mais tu m'as dit, il faut quand même avoir ressenti le manque pour prendre conscience de la valeur et puis pour avoir la motivation pour faire ce que vous avez fait. Peut-être, peut-être. Et puis, en dernier lieu, tu m'as parlé de cette bienveillance maternelle qui t'a permis d'aimer la littérature, qui pouvait être a priori plutôt éloignée de tes centres d'intérêt ou en tout cas de tes facultés. Et tout ça. Et maintenant, tu réunis tous ces ingrédients-là, hein, le dallonnage, le côté d'être le traducteur, cette culture réunionnaise en général, cette petite prise de conscience du manque, et puis cette attention maternelle, cette bienveillance maternelle. Tu l'as en abondance pour toi. Tu peux fermer les yeux, tu as tout avec toi. Tu n'as plus besoin d'aller les chercher. Et tu t'imagines utiliser tous ces ingrédients-là. Qu'est-ce que tu deviens, toi, Carlo De Sacco, dans 5 ans, avec tous ces ingrédients-là en abondance pour toi? Moi, j'ai fait le choix de vivre de ma musique, de notre musique avec Grain de Sémé. Et de l'écriture, et voilà. Donc, tout ça, on va dire, c'est mon bagage qui me permet de créer la musique de Grain de Sémé et les textes. Donc, je dirais que dans 5 ans, je me vois en fait essayer d'avoir les oreilles ouvertes, essayer d'être un citoyen du monde. Je parle de citoyen du monde parce que il y a la musique créole, ok. Il y a aussi les motos. Oui. Il y a la musique créole et il y a la culture créole, pardon, je voulais dire. Mais il y a le monde dans lequel on vit. Donc, quelle est la place de la Réunion dans ce monde-là? C'est un peu ça aussi. Donc je me vois les oreilles ouvertes, je me vois essayer d'écrire pour les autres, de parler pour les autres, de chanter pour ceux qui ne chantent pas ou qui aimeraient chanter, de écrire à la place d'eux. Comme Deleuze parlait écrire, enfin être à la place d'eux, vivre à la place d'eux, et chanter, écrire à la place d'eux, de ceux qui ne peuvent pas, ou de voilà, moi
C'est ce goût-là que j'aimerais cultiver en fait. Euh, Servir à quelque chose. Modestement, pour moi, il y a les médecins physiques, on en a eu besoin. Mhm. Il y a les médecins de l'esprit, psychologues, voilà. Mais les artistes, peut-être que c'est les médecins de l'âme. Mhm. Moi, je vois ça comme ça des fois. Comme un médecin de l'âme où je me soigne d'abord par des morceaux qui me font du bien. Et puis, j'essaye de planter ce morceau-là dans un contexte des citoyens du monde. Mhm. Quelque chose qui pourrait parler à tout le monde, en fait. Au-delà même de la Réunion. Mhm. Parce que mon but, c'est quoi? C'est de soigner les autres comme je me soigne moi-même. Si ça peut apporter du bien à quelqu'un, d'entendre ça, et de se dire, moi j'aurais aimé écrire ça, ça m'aurait fait du bien d'écrire ça, et quand je l'entends, ça me fait du bien. C'est un peu cathartique comme truc et tout, moi je trouve que c'est cool, tu vois. Et après, on parlait d'autonomie avant l'interview, c'est un mot qui compte beaucoup pour moi. Je parle pas d'autonomie identitaire ou quoi que ce soit, je parle d'autonomie déjà alimentaire et énergétique. Donc j'aimerais cultiver ça chez moi, ouais. J'aimerais continuer à planter, continuer à récupérer l'eau de pluie, faire des circuits, me sentir de plus en plus aligné, cohérent. Voilà, moins de dissonance, cultiver quelque chose de plus sincère, encore plus sincère. Et là, tu as un chemin qui t'amène vers une cohérence avec toi-même, quoi, hein. Tu veux soigner Ouais. les maux de l'âme et tu veux rendre ton environnement plus autonome, quoi, ton Ouais, environnement immédiat. ouais, Si on généralise ça à la société réunionnaise, ouais. quels sont les éléments qu'il faudrait mettre en œuvre pour avoir une société réunionnaise mieux soignée et puis une société réunionnaise plus autonome? C'est très complexe. Moi, je j'estime pas avoir tu vois, d'idées très, très arrêtées ou très, on va dire, très travaillées, tu vois. Euh, on vit dans une société où tout le monde donne son avis un peu, tu vois. Et ceux qui comprennent rien à des sujets, surtout ceux-là, ils donnent plein d'avis, en fait. Donc je mets un petit holà là-dessus parce que Tu restes humble. ah, si j'avais la solution, ce serait formidable, tu vois. Je m'inscrirais peut-être dans un parti, je sais pas, tu vois. Donc j'ai pas de solution. Moi, je vois à l'échelle individuelle déjà, je vois une révolution un peu copernicienne, individuelle, quoi. C'est peut-être la base déjà, tu vois. Et ça, c'est très difficile. Déjà. Et après, pour que ça soit collectif, ouais, le travail que vous faites là, chaque petite graine, sans faire référence à nous, mais chaque petite graine qu'on va pouvoir semer pour aller dans le sens de faire prendre conscience que, oui, c'est peut-être mieux de ne pas faire ça, et c'est peut-être mieux de faire ça. Je pense que tout compte. Après, pour avoir des solutions concrètes, c'est compliqué. Tu vois, c'est vraiment compliqué parce que je vais commencer à parler d'une chose et puis en fait, je ne maîtrise pas le sujet du tout. Donc pourquoi j'ose en parler en fait? Je vais te dire, moi, je fais des chansons. Dans ma chanson, tu as dit là, tout à l'heure, des cannes la terre. Oui, je parle de enlever les cannes de la terre. Sauf pour faire les caillombes. Mais on garde ça pour les après, caillombes. on va parler. Tu sais, j'avais même à un moment essayé d'écrire quelque chose pour aller voir la chambre, là, pour voir le directeur là-bas, celui qui gère tout le monde de la canne. Voilà. Oui. Et je voulais dire, on va faire un label, tu vois, un label comme le label pour les poulets, un label pour ceux qui plantent les cannes pour les caillombes, pour la culture. Et eux se faire aider, et puis enlever le plus possible de cannes pour planter autre chose, pour l'autonomie et tout. Mais après, on va parler énergétique. La canne, c'est l'énergie. Donc, si on enlève la canne, est-ce que c'est bon? Donc, tu vois, c'est pas mon métier, en fait. Donc, je suis ignare par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je vais réfléchir par rapport à moi-même. Qu'est-ce que moi, je peux faire avec mes amis qui m'entourent? On se voit, on va chercher dans la ravine des tijacs, on les prépare ensemble. Chacun part chez lui avec des tijacs qui nous ont rien coûté, entre guillemets, qui n'ont rien coûté à la nature. Et ça, c'est un geste, en fait. Voilà, on va dépolluer quelque chose, on se donne la main pour faire des trucs comme ça. Moi, je dépollue chez quelqu'un,
et ils vont m'aider pour dépolluer la ravine. Et puis, ouais, ben ça, pour moi, c'est déjà des actions, en fait. C'est des petits gestes. Oui, c'est des petits gestes, mais des grands gestes, il faut des grandes personnes. Tu vois, ouais, il faut des grandes épaules aussi, c'est difficile. C'est Oui, difficile. les grandes personnes, on ne les a pas forcément trouvées et elles ne nous ont pas forcément inspiré confiance. Peut-être pour ça que les petits gestes sont parfois plus utiles que les... C'est sage. Ouais, C'est possible. ouais, d'accord. Et là, je te demandais d'avoir une perception générale, maintenant une perception plus concrète pour arriver à la même question que tout à l'heure, une société mieux dans sa peau, donc soignée dans ses mots de l'âme, et une société plus autonome. Euh, si tu étais décideur, quelles sont les quelques décisions que les quelques propositions que tu ferais, même si elles sont toutes petites, même si on a l'impression qu'elles sont petites? Je continuerai à cultiver l'art. Moi, je crois que c'est pas du tout. Comment dire? Je crois que c'est essentiel, moi, justement. Je n'étais pas trop d'accord avec nos décideurs parce qu'il n'y a pas que le ventre, quoi. On n'est pas des vaches à lait, quoi. Il n'y a pas que le travail et manger pour aller travailler, quoi. Pour moi, il n'y a pas que ça. Et donc, du coup, j'aiderai à ce que les artistes aient un contact avec la population. Quand je dis contact, c'est aussi qu'on puisse vivre de ça, qu'on puisse aller rencontrer, tu vois. On essaye le plus possible de rencontrer des gens. On joue partout, des écoles jusqu'en prison, jusque dans les associations d'agriculture, de bio. On essaye de jouer partout, mais c'est des fois délicat et c'est pas facile. On est beaucoup d'artistes ici à La Réunion, donc peut-être faire quelque chose pour aider ça, je sais pas. Et puis après, aider tout ce qui a rapport à l'autonomie alimentaire, je pense. Aller dans ce sens-là, en tout cas, aider les gens qui essayent de faire du bio, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement. Oui. Donc voilà, aider les gens qui ont envie de construire le monde de demain. Comment on peut savoir lire le rapport du GIEC, par exemple, et puis faire comme si c'était qu'il ne se passait rien. C'est source de stress. Moi, ça me stresse, ça m'angoisse même. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'angoisse là-dedans. Quand je vais même travailler avec les enfants, je leur dis, bon, qu'est-ce que vous avez à dire sur comment va la planète et tout. C'est effarant. Les enfants en primaire, ils sont tous au courant que dans 25 ans, c'est affreux. Il y a des scènes d'horreur qu'on va vivre, nos enfants, nous. Et pourquoi, en fait, pourquoi on fait comme si, pourquoi on fait des routes qui n'ont aucun sens, pourquoi. Voilà, tout ça. Mais c'est encore une fois, si on me dit, bon, d'accord, alors donne-moi la solution, alors c'est quoi? Je sais pas, en fait. Peut-être que dans la vie, il y a ceux qui disent, eh oh, il y a un problème, c'est pas bon. Et puis ceux qui disent, moi j'ai une solution pour ce problème. Je sais pas. En tout cas, tu as relevé les soucis qu'on a eus avec ces confinements à répétition où on a estimé que l'art était non essentiel. Ouais. Donc en effet, tout le monde a pu aller faire ses courses au supermarché, tout le monde a pu continuer à bosser pour pouvoir payer les courses du supermarché. Ouais. Mais on a quand même l'impression, 2 ans après, que la société, elle va moins bien qu'il y a 2 ans. Et peut-être que l'ingrédient qui manquait, c'était on le ça. On le voit quand on fait des concerts, là, quand on joue, malgré toutes les conditions du pass qui nous iguilent un peu, mais on le voit que les gens et que nous, on vibre plus fort. On a encore une fois le manque. Voilà. Peut-être que c'était nécessaire. Peut-être qu'on s'est dit c'est pas normal quoi d'avoir un concert, une exposition, de la peinture, des expressions de danse. C'est pas de la conso quoi. C'est de l'âme quoi. C'est ce qui nous rend, je trouve, ce qui nous fait prendre de la hauteur un peu l'être humain, tu vois. Et encore je dis l'être humain, mais il y a de l'art aussi. J'ai vu dans la nature il y a un reportage où il y a un oiseau qui faisait tout un truc pour draguer
sa compagne, quoi. Avec ses plumes. Avec cette plume, il faisait tout un truc, il nettoyait toutes les feuilles d'un endroit, c'était nickel et tout. Bon, bah, c'est une forme d'art, parce qu'à un moment, c'est comme une danse, quoi. Donc, est-ce qu'on est les seuls? Mais bon, en tout cas, moi, ça m'élève quand je regarde un spectacle, quand j'assiste, quand j'écoute une chanson, que je pleure, ou que bah, je me sens vivant, je sens que je sors du métro boulot dodo. C'est comme si que j'acceptais plus la mort. Je me disais que bah, une fois que j'ai vu ça et que j'ai connu ça et que j'ai senti ça, bah, je peux mourir, quoi. C'est un peu comme ça, quoi. C'est un peu... Voilà. Merci. J'aime beaucoup ce que tu dis. Voilà.